Ma vie étudiante, ça remonte déjà à quelques années, puisque j'ai quitté Sciences Po en 1994. J'étais diplômée de politique et sociale, j'avais fait en parallèle des études de philosophie. Et j'ai commencé à travailler assez jeune, juste 23 ans. J'ai commencé dans le secteur des collectivités territoriales, des petites, des moyennes. J'ai travaillé en cabinet politique à la région Aquitaine, avec Alain Rousset, comme conseillère culture. Et voilà, au fil des expériences, mon goût pour les politiques culturelles s'est affiné. Et j'ai eu la conviction que c'était dans ce secteur-là, après 10 ans de pratiques qui m'ont forgé au dialogue social, aux finances publiques, au management. J'ai eu la conviction que c'était là que j'avais envie de poursuivre. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler 10 ans à l'Opéra national de Bordeaux. D'abord sur un poste qui était dédié à l'action culturelle et à l'action territoriale, et ensuite en direction générale sur les secteurs des budgets, des finances et du développement en général. Et après ces 10 années, il y a un petit passage à la métropole de Bordeaux sur les grands équipements culturels. On m'a proposé de rejoindre la Philharmonie de Paris pour diriger l'Orchestre de Paris. Donc j'occupe ce poste depuis maintenant 2 ans et demi, avec grand bonheur. La Philharmonie de Paris, ça fait partie des 7 établissements publics nationaux culturels, comme le musée d'Orsay, comme la Cité de la Villette. C'est un lieu qui a ouvert en 2015, une architecture absolument fabuleuse, portée par Jean Nouvel, qui est dirigée par Laurent Bayle depuis longtemps. La Philharmonie de Paris, c'est un complexe où vous pouvez venir pratiquer de la musique, que vous soyez adulte, enfant, vous pouvez venir écouter de la musique classique, des concerts pop, du jazz. Vous avez accès à une collection aussi du musée de la musique, une collection permanente d'instruments anciens. Et donc dans ce complexe dédié à la musique, sous toutes ses formes, sous toutes ses pratiques, vous avez un orchestre permanent qui s'appelle l'Orchestre de Paris, qui est un peu la tête de pont de cette maison, puisqu'il incarne l'identité avec 120 musiciens qui sont au quotidien, au travail, au plateau, pour répéter et pour jouer toutes les semaines à la Philharmonie de Paris. Ce qui me plaît, c'est la diversité de mon emploi du temps, de mes journées, la richesse des relations aussi humaines. Je travaille aussi bien avec les musiciens que les équipes que j'encadre à la Philharmonie, les équipes de production, les équipes d'action culturelle. Le dialogue social m'intéresse aussi beaucoup. Depuis de nombreux postes, j'ai un vrai goût pour la discussion sociale, les négociations. Et puis il y a une dimension aussi de service public, d'intérêt général. On est accompagné par les tutelles publiques qu'on appelle tutelles aujourd'hui, mais qui sont plus des accompagnateurs, des développeurs, qui sont la mairie de Paris, puis le ministère de la Culture. Et donc j'ai aussi cette dimension de développement et de dialogue avec les politiques et les tutelles qui m'intéressent beaucoup au quotidien dans mon travail. Mon premier contact avec l'orchestre n'a pas eu lieu à la Philharmonie de Paris, mais à Aix-en-Provence, au Festival d'Art Lyrique, où l'orchestre est en résidence depuis plusieurs années et donc donnait une production. Et donc j'ai été présentée à l'orchestre à Aix-en-Provence, donc j'allais dire hors sol, qui est un contexte particulier. C'est un festival, c'est l'été, c'est assez joyeux, donc c'était un moment assez festif. En même temps, moi, je fais attention dans mon travail à garder une distance aussi avec les musiciens. Je ne suis pas là pour boire des coups avec eux, je suis là pour les accompagner, pour développer le projet. Donc c'était à la fois très chaleureux, parce qu'ils m'ont très bien accueilli, et en même temps, je devais garder une forme de distance. Donc ça, c'était un premier contact qui était assez marquant. Et puis ensuite, la vie dans cette maison est marquante tous les jours. Quand je sors de mon bureau, le soir, et que l'orchestre ne joue pas, je passe la tête dans la salle et j'entends London Symphony Orchestra, j'entends Jordi Savage, j'entends Étienne Dao, Voilà, donc ça, c'est quand même extraordinaire. On baigne dans cet univers et moi, j'aime beaucoup aller écouter d'autres esthétiques, pas forcément la musique classique que je défends, mais aussi me nourrir d'autres choses. Et dans ce lieu où vous avez 500 concerts par an, dans 3 salles, ça vous enrichit, je pense, ouais. J'ai un parcours qui s'est fait vraiment de manière assez linéaire et fluide. Quand j'ai eu envie de changer de poste, les opportunités sont assez facilement ouvertes. Soit on m'a conseillé de rencontrer tel homme politique quand j'ai travaillé avec Alain Rousset, que je ne connaissais pas. Je l'ai rencontré dans son bureau, je dis souvent un 22 décembre, mais c'était vraiment le cas. Et puis début janvier, je commençais comme conseillère à son cabinet.
Ici, ça s'est fait un peu de la même manière, une rencontre avec Laurent Bell qui cherchait quelqu'un pour accompagner l'intégration de l'orchestre. Donc, je ne pensais pas à ça. J'ai des valeurs, des convictions. J'ai toujours choisi mes postes en fonction de ça. Et j'ai jamais pris des décisions ou pris un poste parce qu'il était scintillant ou parce qu'il allait me donner accès à autre chose. Je prenais un poste parce que je pensais qu'il correspondait à ce que je savais faire, où j'étais compétente, et puis parce que j'ai incarné ce que j'aime faire et ce que je suis. Donc non, je ne pensais pas à ça. J'ai beaucoup travaillé en philo et en sciences politiques sur le territoire des villes, les politiques publiques urbaines. J'ai travaillé notamment à Berlin sur les politiques sociales de l'habitat. Donc oui, c'est des schémas un peu différents, mais voilà, je suis arrivée sur ce secteur-là de manière un peu concentrique, progressivement. Ça me donne peut-être aussi une forme de recul et de vision un peu plus large que simple si j'avais fait toute ma carrière au sein d'un orchestre. Mais non, je ne pensais pas à ça, mais c'est les rencontres. Pour exercer ce métier de direction d'orchestre, mais comme les métiers que j'ai pu faire auparavant à l'Opéra de Bordeaux, il faut être très très attentif au contexte dans lequel vous travaillez. Il faut savoir sortir la tête de l'eau. On peut être dans un quotidien qui est extrêmement prenant, de 8h du matin à 22h, 23h, même plus tard après si on a des échanges avec les artistes. Et malgré ça, il faut rester connecté au monde réel. Donc ça, c'est une qualité que je développe aussi avec mes collaborateurs. J'essaie d'être extrêmement attentive à leurs propositions, même si c'est moi qui, à un moment, dois faire des arbitrages. C'est la fonction d'une direction. Mais d'être attentive aussi aux compétences de chacun, à ce qu'ils peuvent amener sur un projet. Chacun doit être au bon endroit. Donc quand je fais aussi des recrutements, moi, je fais attention à ce que les collaborateurs puissent vraiment valoriser leurs compétences et qu'ils soient au meilleur de leurs compétences pour accompagner un projet. Donc l'attention, l'écoute, faut être flexible, faut être mobile, faut être curieuse, faut pas être fainéante. Voilà, c'est déjà pas mal. Pour manager une équipe, il faut bien la connaître, faut avoir aussi une forme d'empathie, de bienveillance. Je pense que ça s'apprend aussi. Moi, je ne manage pas. J'ai été très tôt en situation de management. Dès 23 ans, j'avais une équipe avec des gens qui étaient 10 fois plus âgés que moi. Enfin, donc, on ne manage pas de la même manière. Je pense que je suis meilleure ou moins mauvaise qu'avant en management. Il faut avoir être capable d'avoir un leadership, de conduire, de donner du sens et en même temps d'être sûr que derrière ça suit aussi. Donc moi je crois beaucoup à l'empathie aussi et à la bienveillance, même si je ne suis pas quelqu'un avec mon équipe qui noue des relations amicales comme certains managers peuvent le faire. Moi c'est pas mon truc. Donc moi je reste dans une relation professionnelle mais qui n'empêche pas la bienveillance, je crois, et l'exigence, parce que je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même et avec les équipes, mais c'est aussi les faire progresser, leur donner des moyens de donner du sens à leur travail et de s'améliorer, comme moi j'apprends aussi tous les jours. Il n'y a pas une recette, il n'y a pas un parcours. Moi je vous dis, ça s'est fait aussi de manière progressive. Pour faire un parcours, pour faire une carrière, il faut faire d'abord ce qu'on aime. Il n'y a rien de pire que de rencontrer des gens qui s'emmerdent dans leur boulot ou qui sont à côté du sujet. Donc, il faut vraiment faire ce qu'on aime. Si on a de l'ambition, il faut oser le dire. Si on aime manager, prendre des décisions, il faut aussi s'affirmer. Si on est quelqu'un qui est plutôt dans la création, dans le développement, on doit aussi trouver une place. Donc, il faut bien se connaître. Et pour bien se connaître comme professionnel, il faut faire des stages. Moi, j'accompagne des étudiants ou mes propres enfants dans leur premier pas de vie professionnelle et je me dis, il n'y a rien de mieux que la confrontation au réel. Et puis, il faut trouver des mentors, des gens qui, à un moment, vont vous donner des clés pour avancer un peu plus vite. Je crois que je dis qu'il n'y a pas de modèle. Moi, je fais ça aujourd'hui, j'aime faire ça, j'aime les responsabilités, j'aime l'engagement, mais on est tous différents, donc... faut être sincère avec soi-même, faut être loyal et
et garder le cap sur ses propres valeurs, qui peuvent évoluer avec le temps, mais il faut quand même... Vous savez, moi, je viens du Sud-Ouest, hein, donc l'expression être solide sur ses appuis, c'est une expression de rugby, mais que moi, j'aime bien, même si je ne fais pas de rugby personnellement. Mais solide sur ses appuis, ça veut dire beaucoup de choses, physiquement, mentalement, moralement. Donc voilà, soyez solide sur vos appuis.